Le cœur de mon père s'est arrêté à 16h17, un mercredi après-midi. À 20h30, le même soir, sa femme avait changé les serrures de la porte d'entrée. Elle se tenait dans le couloir quand je suis descendu avec mon sac de voyage, et elle a prononcé la phrase qu'elle devait sûrement répéter depuis l'appel de l'hôpital. Ceci est ma maison, maintenant. Fais tes bagages et va-t'en. J'avais un sac de sport, un ordinateur portable, et un jeu de clés pour un immeuble dont elle ignorait l'existence. J'ai fermé le sac et je suis passé devant elle, sans un mot. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Bienvenue sur Histoire de drame calme, là où les discrets ont toujours le dernier mot. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Croyez-moi, vous allez vouloir rester pour celle-ci. Le mercredi avant la mort de mon père, j'ai conduit 40 minutes jusqu'à sa maison pour le dîner, comme je le faisais chaque semaine. Linda avait préparé un rôti. Elle faisait toujours un rôti le mercredi, et elle mettait toujours 3 couverts à table. Le mien n'en faisait jamais partie. Je ne disais plus rien à ce sujet. J'avais cessé de dire quoi que ce soit il y a 6 ans. J'entrais par la porte de côté, je trouvais mon assiette dans le placard, je la posais au coin de la table, là où le set de table était un peu plus court que les autres, et je mangeais ce que Linda avait cuisiné. La routine était si familière qu'elle ne nécessitait plus de réflexion. Mon père était assis à sa chaise habituelle quand je suis entré. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir. Sa peau avait la couleur d'un vieux journal, et sa main tremblait quand il prenait sa fourchette. Il perdait du poids depuis des mois, et Linda ne cessait de dire que c'était son appétit, mais j'avais consulté son dossier médical via le portail de l'hôpital. Je savais que c'était son cœur. En face de lui, Cora faisait défiler son téléphone, sa chaise reculée de la table, un genou relevé. Elle avait 24 ans et vivait toujours à la maison, ce que Linda décrivait comme « intelligent » et que je décrivais comme « rien », parce que ce n'était pas mes affaires. Mon père m'a posé une question au milieu du repas. Il a posé sa fourchette et a dit « Tu as réglé ce dossier de l'immeuble ?» Linda l'a interrompu avant que je puisse répondre. Douglas, pas pendant le dîner. Nous parlions de la rénovation. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a repris sa fourchette. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle. Je faisais toujours la vaisselle. Sur le comptoir à côté de l'évier, il y avait une pile de courriers, la facture d'électricité, un relevé d'assurance, et une lettre d'un cabinet d'avocats adressée à Douglas Irving. L'enveloppe n'était pas ouverte. Linda a balayé toute la pile dans un tiroir avant que je puisse lire l'adresse de l'expéditeur. Juste des prospectus, a-t-elle dit. Je me suis séché les mains sur la serviette et je suis rentré chez moi. L'odeur d'oignon de la poêle en fonte est restée sur mon manteau pendant tout le trajet. J'ai baissé la vitre à la bretelle d'autoroute et j'ai laissé l'air froid l'emporter. C'était le dernier mercredi où j'ai mangé dans cette maison. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Elle s'appelait Hélène, elle avait les cheveux bruns, un rire discret, et une façon de plier le linge qui donnait l'impression qu'elle pensait à toute autre chose. Je me souviens plus du linge que de l'enterrement. Après son départ, mon père ne savait pas quoi faire d'une fillette de 10 ans qui pleurait dans sa baignoire tous les soirs. Il n'était pas fait pour les conversations sur les sentiments. Il était fait pour les feuilles de calcul, les évaluations, et pour ce silence particulier que les hommes des petites villes portent sur eux, comme un second manteau. Alors, il a fait la seule chose qu'il savait faire. Il m'a appris les maths. Chaque samedi matin, il m'emmenait en balade dans son vieux camion, celui avec des sièges en tissu qui sentaient le cuir, même s'il n'était pas en cuir. Et nous regardions des maisons. Pas pour acheter, juste pour regarder. Il s'arrêtait devant une propriété avec un panneau, à vendre, et disait, à ton avis, celle-ci vaut combien? Je donnais un chiffre. Il me corrigeait. Puis il m'expliquait pourquoi. La superficie, la taille du terrain, les ventes comparables, les taux d'intérêt, la façon dont une cuisine orientée au nord perdait de la valeur sur les marchés d'hiver. Je ne comprenais pas la moitié, mais je comprenais qu'il me parlait, et c'était suffisant. À 12 ans, je savais lire un relevé hypothécaire plus vite que la plupart des adultes. Je pouvais estimer la taxe foncière à partir d'une photo d'annonce. Je pouvais vous dire si une maison était surévaluée par la façon dont l'agent décrivait le quartier. L'argent ne résout pas tout, m'a dit mon père un samedi, alors qu'il était à l'arrêt devant une maison coloniale de 2 étages avec une allée fissurée. Mais il résout beaucoup de problèmes dont les gens prétendent qu'ils n'ont rien à voir avec l'argent. Cette même année, il a épousé Linda.
Elle est arrivée dans la maison avec une fille de 2 ans nommée Cora, et un sourire qui recouvrait chaque pièce, comme une couche de peinture fraîche. Elle a réaménagé la cuisine. Elle a acheté de nouveaux rideaux. Elle cuisinait un rôti le mercredi, et un pain à la banane le dimanche, et elle appelait mon père, chéri, d'une voix qui donnait l'impression qu'elle s'était entraînée. Je voulais l'apprécier. J'ai essayé. Mais en 6 mois, ma chambre avait été repeinte en rose et renommée « la salle de jeu de Cora ». Et je dormais dans la plus petite pièce de la maison, celle à côté du garage, qui sentait l'huile de moteur et le béton froid. Mon père disait, Linda a eu une vie difficile avant. Sois patiente. J'avais 12 ans. J'ai été patiente. Linda n'était pas une mauvaise personne, comme dans les films. Elle ne criait pas, ne jetait pas d'objets, ni ne m'enfermait dans un placard. Elle était pire que ça. Elle était méticuleuse. En 2 ans, elle avait réorganisé chaque pièce de la maison pour la centrer sur Cora. Les photos de famille sur le manteau de la cheminée ont commencé à changer de place. D'abord, quelques photos d'Hélène ont été déplacées dans le couloir, puis sur le palier à l'étage, puis dans une boîte au grenier étiquetée « Vieux cadre ». Linda les a remplacés par des portraits de studio d'elle-même, de Douglas et de Cora. Sur l'un d'eux, pris dans un photomaton de grand magasin, ils portaient tous les 3 des pulls bleu marine assortis. Je n'étais pas sur la photo. Je n'avais pas été invité à la séance. Elle contrôlait l'argent aussi. Pas de manière dramatique. Elle tenait une feuille de calcul sur l'ordinateur de la famille. Chaque course, chaque reçu d'essence, chaque abonnement. Elle suivait tout et le présentait à mon père le 1er de chaque mois. Elle appelait ça « notre revue du budget familial ». C'était la seule réunion à laquelle je n'étais jamais invité. Quand j'ai interrogé mon père à ce sujet, il a dit que Linda avait traversé des difficultés financières lors de son premier mariage. Son ex-mari l'avait laissée sans rien. Pas d'économie, pas de voiture, pas d'historique de crédit. La peur que cela se reproduise la poussait à contrôler chaque euro qui entrait dans la maison. Je comprenais la logique. J'ai même ressenti de la sympathie pour elle, pendant un certain temps. Mais la sympathie a une durée de vie limitée, quand la personne qui la reçoit s'en sert pour justifier de vous éloigner de plus en plus du centre de votre propre famille. À 14 ans, ma chambre était la plus petite de la maison, et mon nom était celui que Linda oubliait d'écrire sur les cartes de Noël. Elle les envoyait chaque décembre. La famille Irving, sur le devant, une photo de 3 au dos. Quand notre voisin, Monsieur Hamlin, a demandé pourquoi je n'étais pas sur la photo, Linda a ri et a dit « Oh, Paige est si occupée avec l'école. Elle n'a jamais le temps pour les photos. » J'étais juste là. Je n'étais pas occupé. J'avais été à la maison tout l'après-midi. Mon père a entendu l'échange. Il m'a regardé par-dessus le comptoir de la cuisine, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose. Il a ouvert la bouche. Puis il l'a fermée. Il a pris son café et est parti au garage. C'est cette année-là que j'ai cessé d'attendre que quelqu'un arrange les choses pour moi. L'été de mes 16 ans, mon père m'a emmené à son bureau un samedi matin. Il a fermé la porte, m'a fait asseoir en face de son bureau, et a ouvert un dossier Kraft avec mon nom dessus. J'ai commencé ça pour toi il y a 2 ans, a-t-il dit. 5 000 € dans un fonds indiciel. C'est à ton nom. J'ai regardé le relevé. Le solde était passé à 6 200 €. Je ne comprenais pas encore les intérêts composés. Pas vraiment. Mais je comprenais le poids de ce qu'il faisait. Il construisait quelque chose pour moi, quelque chose que Linda ne pouvait pas atteindre. N'en parle pas à Linda, a-t-il dit. Il a levé la main avant que je puisse répondre. Pas parce que c'est un secret, mais parce qu'elle s'inquiétera. Elle s'inquiète pour tout ce qu'elle ne peut pas suivre sur sa feuille de calcul. Il m'a appris à lire les rapports trimestriels. Il m'a montré comment vérifier la performance du fonds par rapport à l'indice. Il m'a tendu une calculatrice de poche, une bon marché, le genre avec un boîtier en plastique fissuré et des boutons qui collaient, et a dit, garde-la. Fais toujours tes propres calculs. Je l'ai gardé. Je l'ai toujours. Au cours des 2 années suivantes, mon père a ajouté au fonds quand il le pouvait. Pas de grosses sommes. Quelques centaines par-ci, 1 millier par-là. Il a aussi commencé à me parler d'un immeuble dont il détenait une participation, une propriété commerciale en centre-ville. 6 étages, principalement des bureaux.
Il avait investi quand le quartier était mal famé et que le prix était bas. Un jour, ce sera à toi, a-t-il dit, de la même manière que d'autres pères pourraient dire, un jour, ce camion sera à toi. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas posé de questions. J'avais appris à ce moment-là que lorsque mon père me donnait quelque chose, la meilleure chose à faire était de me taire et de le conserver. La lampe de bureau bourdonnait. La calculatrice cliquait sous mon pouce. Dehors, à travers la fenêtre du bureau, j'entendais une tondeuse à gazon 2 maisons plus loin, et le léger grésillement de la radio AM que mon père laissait toujours branchée sur la station des marchés. 6 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude en comptabilité judiciaire. Le fonds que mon père avait commencé avec 5 000 € était passé à 62 000 €. Et l'immeuble du centre-ville, celui qu'il disait serait un jour à moi, était déjà à mon nom. Il avait transféré les premières parts le jour de mes 18 ans. Je ne l'ai dit à personne. Il n'y avait rien à dire. C'était juste des maths. Je suis parti à l'université à 18 ans et je ne suis pas revenu. Pas de la manière dramatique dont les gens partent. Pas de porte qui claque, pas d'adieu larmoyant, pas de dispute dans l'allée. J'ai juste fait 2 valises, je les ai chargées dans la berline d'occasion que mon père m'avait aidé à acheter, et j'ai conduit vers l'est, jusqu'à une université à 4 heures de route. Linda a fait un signe de la main depuis la fenêtre de la cuisine. Cora, qui avait 8 ans à l'époque, n'a pas levé les yeux de la télévision. J'ai loué un appartement près du campus. Un studio avec une fenêtre donnant sur un parking, un radiateur qui cliquetait la nuit, et une cafetière que j'ai achetée dans une friperie pour 7 €. Le café était horrible. Je le buvais tous les matins, et pour la première fois en 6 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mon père et moi nous parlions tous les dimanches. Il appelait à 9 h du matin, avant que Linda ne soit levée, et nous passions 20 minutes à parler du fond, des parts de l'immeuble, du marché. Il ne me demandait jamais comment se passaient mes cours. Je ne lui demandais jamais comment allait Linda. C'était notre langage. Les chiffres au lieu des sentiments, les rendements au lieu des excuses. Et ça fonctionnait. Chaque fois que je revenais en visite, quelque chose dans la maison avait changé. La première année, ma chambre avait été convertie en studio de yoga. Un tapis de sol enroulé par terre, de l'encens sur le rebord de la fenêtre, une enceinte fixée au mur qui jouait des sons de l'océan. La deuxième année, le garage avait été transformé en salle de bricolage pour Cora. La troisième année, même les photos du couloir avaient été mises à jour. Il n'y avait plus une seule photo de moi visible au rez-de-chaussée de la maison où j'avais grandi. Linda ne m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Elle n'a jamais demandé combien je gagnais. Elle supposait, je pouvais le voir dans la façon dont elle regardait mon manteau, ma voiture, mes chaussures, que je m'en sortais, sans plus. L'idée que je puisse bien gagner ma vie ne lui venait pas à l'esprit car, dans sa tête, j'avais toujours été celle qui ne comptait pas. Pendant ce temps, mon père continuait de transférer des parts de l'immeuble commercial à mon nom. À 28 ans, je le possédais entièrement. La propriété s'était appréciée d'une manière que même lui n'avait pas prévue. Le quartier s'était gentrifié. Les locataires payaient des loyers au prix du marché. L'immeuble valait plus que toutes les maisons de notre rue réunies. Linda a transformé mon ancienne chambre en studio de yoga le même mois où j'ai signé mon premier bail. Je n'en ai pas parlé. Elle non plus. On a diagnostiqué à mon père une cardiomyopathie sévère au printemps de mes 32 ans. Les médecins ont dit que cela pouvait être géré. Ils ont dit que cela nécessiterait des médicaments, une surveillance et du repos. Ils n'ont pas dit que cela nécessiterait la permission de Linda pour lui rendre visite, mais c'est ce qui s'est passé. La première fois que j'ai appelé pour organiser une visite, Linda a décroché le téléphone de la maison et a dit « Il se repose ». Le médecin a dit « Pas de stress ». La deuxième fois, elle a dit « Douglas ne veut pas de visiteurs en ce moment. Je m'occupe de tout ». La troisième fois, je suis allé à la maison sans appeler. Linda m'a accueilli à la porte et a dit « Paige, je sais que tu es inquiète, mais ton père a besoin de calme. Ta venue à l'improviste n'est pas calme. » Elle a fermé la porte. Je suis resté sur le porche pendant 2 minutes, puis je suis retourné à ma voiture. J'ai appelé ma tante Maggie ce soir-là. Maggie était la sœur cadette de mon père, 70 ans, aussi affûtée qu'un audit fiscal, et la seule personne de la famille qui n'avait jamais été charmée par le rôti de Linda. Maggie avait toujours vu clair en elle. Elle ne l'avait juste jamais dit à voix haute, parce que Douglas ne l'avait pas demandé.
Linda a dit à la famille que tu es trop occupé par le travail pour venir, a dit Maggie. Elle a dit au Hamilton à l'église que tu n'avais pas appelé depuis des semaines. J'ai appelé 14 fois le mois dernier. Ai-je dit ? Je sais. Je sais aussi qu'elle a fait signer à Douglas une procuration financière mardi dernier. Elle est sur ses comptes bancaires maintenant. J'étais assise dans mon appartement, le téléphone dans une main, et j'ai senti le sol se dérober. Pas à cause de l'argent. Mes actifs étaient séparés, intouchables. Mais parce que je reconnaissais le schéma. Linda ne gérait pas seulement les soins de Douglas. Elle gérait l'accès. Elle contrôlait qui le voyait, ce qu'ils entendaient, et ce qu'ils croyaient. Elle construisait un mur. Et mon père était trop malade pour le voir. 3 semaines plus tard, mon père a eu son deuxième AVC. Linda a appelé la famille, Maggie, les cousins, les voisins, le groupe de l'église. Elle a organisé les transports, les livraisons de repas, les rotations à l'hôpital. Elle ne m'a pas appelé. Je l'ai appris par une infirmière de l'hôpital qui a reconnu mon nom de famille dans le système et a appelé le numéro de contact d'urgence du dossier, mon téléphone portable, que mon père avait indiqué des années auparavant, avant que Linda n'ait eu la chance de le changer. Il est mort un mercredi. Bien sûr, c'était un mercredi. L'hôpital m'a appelé à 16h21. Une infirmière nommée Deborah, calme et expérimentée, m'a dit que Douglas Irving avait subi un 3e événement cardiaque et n'avait pas survécu. Elle l'a dit avec le genre de voix posée qui signifiait qu'elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'un moment. J'ai dit non. J'ai dit merci. J'ai dit que je serais là ce soir. J'ai conduit 3 heures dans le noir. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas pleuré. J'ai pensé à la dernière fois que j'avais vu mon père, 6 semaines plus tôt, par la fenêtre de la cuisine, alors que Linda me raccompagnait à ma voiture. Il était assis à table, me regardant, et il avait levé une main. Pas un signe d'adieu, juste la paume levée, et il l'avait maintenue là jusqu'à ce que je quitte l'allée. Je n'avais pas été autorisé à entrer ce jour-là. Quand je suis arrivé à la maison, il y avait des voitures dans l'allée, des voisins, quelques cousins. La lumière du porche était allumée, et à travers la fenêtre du salon, j'ai pu voir Linda dans la cuisine, arrangeant des chrysanthèmes blancs dans un vase en verre. Elle portait un chemisier noir et ses cheveux étaient relevés. Elle ressemblait à une femme qui s'attendait à cela depuis longtemps. Je suis entré par la porte de côté. Mon ancienne entrée. À l'étage, le studio de yoga, mon ancienne chambre, avait toujours le tapis déroulé et le brûleur d'encens sur le rebord de la fenêtre. J'ai posé mon sac de sport sur le tapis et je me suis assise par terre. Linda est apparue dans l'encadrement de la porte en moins de 5 minutes. Elle se tenait les 2 mains sur le cadre, bloquant la lumière du couloir. « Tu ne dors pas ici ?» a-t-elle dit. « Ceci est ma maison, maintenant. Ton père l'aurait voulu ainsi. » J'ai regardé le tapis, l'encens, l'enceinte sur le mur. Rien de tout cela ne m'appartenait depuis très longtemps. « D'accord, ai-je dit. » J'ai ramassé mon sac, je suis descendu et j'ai croisé Cora dans l'escalier. Elle se tenait 3 marches plus haut, serrant son téléphone contre sa poitrine. Elle n'a pas parlé. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un quitter un bâtiment en sachant qu'il ne reviendra pas. Je suis allé dans un motel à 6 km sur l'autoroute. Je suis resté dans la voiture pendant 20 minutes avant d'entrer. La clé de l'immeuble du centre-ville était dans la poche de mon manteau. Je pouvais sentir son bord à travers la doublure. J'aurais pu le lui dire, là, dans ce couloir. J'aurais pu dire que je possédais un immeuble valant plus que toutes les maisons de cette rue réunies. Mais certaines vérités ont plus de valeur lorsqu'elles arrivent à l'heure prévue. Les funérailles ont eu lieu dans une petite église sur M Street, celle avec le vitrail d'un berger qui était fissuré depuis 1987 et n'avait jamais été réparé. Mon père y assistait au service chaque Pâques et chaque Noël, et Linda s'était assurée que le programme la mentionnait comme « épouse bien-aimée » sur la 2e ligne, sous son nom. Je suis arrivé en avance. Linda et Cora étaient déjà assises au premier rang, au centre, les épaules se touchant. Linda portait une robe noire avec des boucles d'oreilles en perles. Cora portait une nouvelle jupe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Elles semblaient s'être coordonnées la veille, ce qu'elles avaient probablement fait. Il y avait 3 chaises dans le rang de la famille. 3. Je me suis assise au 3e rang, entre une femme que je ne reconnaissais pas et un espace vide. Le siège a grincé. Les lits sur l'autel sentaient comme une salle d'attente d'hôpital.
Maggie est arrivée 5 minutes avant le service. Elle est passée directement devant le premier rang, devant les boucles d'oreilles en perles de Linda et la nouvelle jupe de Cora, et s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main et l'a tenue sur son genou, sans un mot. Puis elle s'est penchée et a chuchoté, « Douglas a tout préparé. Fais-moi confiance. » J'ai hoché la tête. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je pouvais sentir la forme de ce qui allait arriver. De la même manière que l'on sent le temps changer avant que le ciel ne change de couleur. Le pasteur a parlé. 2 voisins ont prononcé de courts éloges funèbres. L'un d'eux a qualifié mon père d'homme discret qui montrait son amour par des actes, pas par des mots. J'ai failli sourire à cela. Après, sur le parking de l'église, un voisin nommé Monsieur Ambry m'a approché. Il tenait un gobelet en carton de café de la salle paroissiale, et il avait l'air confus. « Paige, pourquoi n'étiez-vous pas assise avec la famille, il n'y avait que 3 chaises, ai-je dit. » Il a cligné des yeux. Il a regardé Linda, qui acceptait des condoléances près du corbillard, une main pressée sur sa clavicule, puis il m'a regardé à nouveau, et n'a rien dit de plus. Linda a fait une annonce avant que les voitures ne partent. Elle se tenait sur les marches de l'église dans sa robe noire, soutenue par le bras de Cora, et s'est adressée au groupe. Douglas a été très clair, a-t-elle dit. La maison est notre foyer familial. Cora et moi y resterons, comme il l'a toujours voulu. Elle ne m'a pas regardé en disant cela. Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'elle n'a pas annoncé, c'était la réunion avec l'avocat successoral prévue pour le jeudi suivant. Linda a commencé son inventaire le lendemain des funérailles. Elle a commencé par la maison. Elle a appelé un expert immobilier, un homme nommé Garfield, qui portait des lunettes carrées et tenait un presse-papier. Il a parcouru chaque pièce, mesuré la cuisine, ouvert la trappe du grenier, et tapoté les murs du sous-sol avec ses doigts. Il a dit à Linda que la maison valait environ 380 000 €. Linda a écrit le nombre au dos d'une enveloppe et l'a souligné 2 fois. Ensuite, elle est allée à la banque. Elle a présenté le certificat de décès de Douglas et a demandé un résumé de tous les comptes. Le caissier a affiché le compte d'épargne joint, 140 000 €. Linda a froncé les sourcils. Douglas avait gagné un bon salaire pendant 30 ans. Où était le reste? Elle a demandé au caissier de vérifier s'il y avait des comptes supplémentaires, comptes individuels, comptes d'investissement, tout ce qui portait le nom de Douglas Irving. Le caissier a tapé, fait défiler, et secoué la tête. C'est le seul compte que nous ayons pour ce nom dans cette agence. Linda est rentrée chez elle et s'est assise à la table de la cuisine. Cora est entrée et s'est versé un verre de jus d'orange. Tu as tout trouvé? A demandé Cora. 380 000 pour la maison, 140 000 en épargne. C'est tout? Cora a posé son verre. Ce n'est pas possible. Tu n'avais pas dit qu'il avait un immeuble ou quelque chose en ville? Linda a levé les yeux. Un immeuble? Il demandait toujours à Paige à propos d'un dossier d'immeuble. Chaque mercredi. Tu changeais toujours de sujet. Le visage de Linda s'est figé. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du goutte-à-goutte du robinet qu'elle devait faire réparer depuis 1 an. Quel immeuble? A dit Linda. Cora a haussé les épaules. Je ne sais pas. Je l'ai juste entendu en parler. Linda a pris son téléphone et a appelé le bureau de l'avocat successoral. Elle a exigé une réunion plus tôt. La réceptionniste a dit que la première disponibilité était toujours jeudi. Linda a dit qu'elle la prendrait. Elle a raccroché et est restée assise dans la cuisine pendant un long moment. Le café dans sa tasse a refroidi. Le chiffre de l'expert immobilier, 380 000, était toujours au dos de l'enveloppe, souligné 2 fois. Elle s'attendait à plus. Elle s'attendait à beaucoup plus. Et pour la première fois depuis la mort de mon père, ce n'était pas moi qui avais peur dans la famille. Je suis resté au Pinewood Motor Lodge pendant 5 nuits. La chambre coûtait 39 € la nuit, le matelas s'affaissait au milieu, et le rideau de douche avait une tache de moisissure ayant à peu près la forme de l'Ohio. C'était bien. J'avais dormi dans des endroits pires pendant mes études. Chaque matin, je me réveillais avant 6 heures et je restais allongé dans le noir, à fixer le plafond. L'enseigne au néon à l'extérieur de la fenêtre, Vacancy, toujours, Vacancy, projetait une lueur rose à travers le rideau, qui changeait à chaque fois qu'un camion passait sur l'autoroute. Dans ces moments-là, je ne pensais pas à l'argent. Je pensais à mon père, aux balades du samedi,
à la calculatrice, à la façon dont il avait levé la main par la fenêtre de la cuisine la dernière fois que je l'avais vu. Pas en guise d'adieu, juste immobile. Le deuil ne se soucie pas de combien d'argent vous avez. Il se présente à 3 heures du matin dans une chambre de motel qui sent l'eau de Javel, il s'assoit sur le bord du lit, et il attend. Le 3e matin, j'ai appelé mon avocat, Mitchell Hay. C'était un avocat de 46 ans, spécialisé en succession et en protection d'actifs, qui parlait par paragraphe et portait des cravates toujours légèrement de travers. Je l'avais engagé 2 ans plus tôt, lorsque j'avais réalisé que Linda se positionnait autour des finances de mon père. J'ai besoin que vous confirmiez que tout est à jour, ai-je dit. Mitchell a sorti les dossiers. Il m'a relu la liste. L'immeuble commercial de 6 étages en centre-ville, 100% à mon nom, transféré par étapes entre 2008 et 2020. Le fonds indiciel, maintenant évalué à 4,2 millions d'euros. Le portefeuille immobilier secondaire, diversifié sur 8 propriétés dans 3 États, totalisant 5,8 millions d'euros. Les réserves de liquidité et les comptes de courtage complétant le solde. Valeur totale sous votre nom à la date du décès de Douglas, environ 28 millions d'euros, a dit Mitchell. Rien de tout cela ne fait partie de sa succession. Rien de tout cela n'est soumis à l'homologation. Rien de tout cela ne peut être réclamé par Linda. Je sais. Ai-je dit. J'avais juste besoin de vous l'entendre dire. Vous attendez-vous à une contestation de la part de Linda? Oui. Elle ne gagnera pas, je le sais aussi. J'ai raccroché et je me suis assise sur le bord du lit du motel. Dehors, un semi-remorque a rétrogradé sur l'autoroute, et l'enseigne au néon rose a clignoté une fois avant de se stabiliser. Mon père ne m'a pas laissé d'argent. Il m'a laissé les racines. J'ai fait pousser le reste moi-même. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné le portefeuille, comme je le faisais chaque trimestre. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'était le seul rituel qu'il me restait qui ressemblait encore à une conversation avec mon père. L'immeuble commercial était le pilier. 6 étages, 32 locataires, occupation complète pour la 3e année consécutive. Mon père avait acheté ses premières parts quand le quartier était encore une zone industrielle, et que le restaurant le plus proche était un stand de tacos dans un bus scolaire reconverti. Il m'emmenait le voir les samedis et disait, un jour, ce pâté de maison vaudra quelque chose. Il avait raison. L'immeuble seul était évalué à environ 18 millions d'euros. Ce chiffre aurait été inimaginable lorsqu'il a investi. Mais 25 ans d'appréciation, de réaménagement du quartier et de beaux commerciaux avaient fait ce que les chiffres font toujours, quand on les laisse tranquilles assez longtemps. Le fonds indiciel, celui qu'il avait commencé avec 5 000 euros quand j'avais 16 ans, était passé à 4,2 millions. La majeure partie de cette croissance provenait des rendements composés, des dividendes réinvestis, et de mes propres contributions sur mon salaire au fil des ans. Mon père a planté la première graine. Je l'ai arrosée tous les mois, comme il me l'avait appris. Puis il y avait les avoirs secondaires. Des participations dans 8 propriétés commerciales plus petites, réparties sur 3 États, achetées grâce au rendement du fonds et aux revenus locatifs réinvestis. 5,8 millions. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien de spéculatif. Juste une accumulation ennuyeuse, patiente, à long terme. Le genre de richesse qui ne se voit pas dans les chaussures ou le sac à main d'une personne. 28 millions d'euros au nom de Paige Irving. Pas un seul euro ne se trouvait dans la succession de Douglas Irving. Linda se battait pour une maison d'une valeur de 380 000 euros. Elle se battait pour des économies de 140 000 euros. Elle changeait les serrures, arrangeait des chrysanthèmes, et répétait des phrases sur « ma maison », tandis que la personne qu'elle avait mise à la porte détenait un portefeuille d'une valeur plus de 50 fois supérieure à la propriété qu'elle était si désespérée de réclamer. J'ai fermé l'ordinateur portable. La chambre du motel était sombre, à l'exception de la lueur bleue de l'écran qui s'estompait au plafond. Dehors, une voiture est entrée sur le parking, ses phares balayant le rideau avant de s'éteindre. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas juste. Je me sentais fatigué, mon père me manquait, et je voulais l'appeler pour lui donner les chiffres, comme je l'avais fait chaque trimestre pendant 18 ans. Mais certains appels ne peuvent pas être passés. Linda m'a appelé un lundi soir, 4 jours avant la lecture du testament. C'était la première fois qu'elle composait mon numéro depuis la nuit où elle m'avait dit de faire mes bagages. Paige. Sa voix était douce, contrôlée, la même voix qu'elle utilisait quand il y avait des invités et qu'elle avait besoin que je débarrasse les assiettes à dessert. J'ai besoin de te demander quelque chose. Vas-y. Ton père,
a-t-il déjà mentionné un immeuble? Quelque chose en centre-ville? Cora a dit qu'il en parlait au dîner. Un immeuble? Ai-je dit oui. Une sorte de propriété commerciale. J'ai parcouru ces papiers et je ne trouve rien à ce sujet. Je pense que tout sera clarifié lors de la lecture, jeudi. Silence. Puis, Paige, j'ai été sa femme pendant 22 ans. J'ai le droit de savoir ce qu'il possédait. Alors l'avocat l'expliquera. Je ne veux pas attendre jusqu'à jeudi. Je veux savoir maintenant. Je comprends. Vas-tu me le dire? Je pense que jeudi est le bon moment. Elle a raccroché. Puis elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé encore et encore. 3 appels en 7 minutes. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table de nuit du motel, et je l'ai écouté vibrer contre le bois. 3 courtes vibrations à chaque fois, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Si vous avez déjà été en face de quelqu'un qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, vous connaissez ce ton. Il est plus doux que n'importe quelle voix qu'ils aient jamais utilisée avec vous auparavant. Il arrive sans excuse pour la dernière chose qu'ils ont dite. Il saute la partie où ils vous ont mis à la porte de votre propre maison la nuit de la mort de votre père, et atterrit directement sur la partie où ils ont besoin d'informations. Linda n'a pas appelé pour savoir comment j'allais. Elle n'a pas appelé pour dire qu'elle était désolée pour les serrures, le sac de sport, ou les 3 chaises aux funérailles. Elle a appelé parce qu'elle avait trouvé un chiffre qui ne collait pas, et j'étais la seule variable qu'elle n'avait pas prise en compte. J'ai éteint le téléphone et je me suis allongé dans le noir. Le matelas s'affaissait. L'enseigne au néon clignotait, et quelque part dans une maison à 6 km de là, une femme était assise à une table de cuisine, réalisant pour la première fois que la personne qu'elle avait ignorée pendant 22 ans pourrait être la personne la plus importante dans la pièce. Elle ne savait juste pas encore à quel point. Maggie m'a appelé le mardi matin. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, Linda a retiré 80 000 € du compte d'épargne joint hier. Je me suis redressé dans mon lit. Comment? Elle a utilisé la procuration financière que Douglas a signée au printemps dernier. Elle est entrée dans l'agence avec le document et un certificat de décès. Et a demandé un chèque de banque. La procuration n'est plus valide. Elle prend fin au décès du mandant. Je le sais. Tu le sais. Apparemment, le caissier ne le savait pas. J'ai appelé Mitchell dans l'heure. Il l'a confirmé. La transaction avait été enregistrée. 80 000 € retirés d'un compte joint en utilisant une procuration qui avait légalement expiré au moment où le cœur de Douglas s'est arrêté. Le retrait est contestable, a dit Mitchell. Une procuration cesse au décès, selon la loi de l'État. La banque pourrait partager la responsabilité pour l'avoir honoré. Mais plus immédiatement. Cela nous en dit long sur l'état d'esprit de Linda. Qu'est-ce que ça nous dit? Elle panique. Elle prend ce qu'elle peut atteindre, parce qu'elle soupçonne qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre. Je lui ai demandé de récupérer les registres de la transaction. Il l'a fait. 80 000 € sortis. Les funérailles avaient coûté environ 8 000 €. Le service, le cercueil, la concession, les fleurs. Cela laissait 72 000 € non comptabilisés. Où est passé le reste? Ai-je demandé? Je vais faire tracer le chèque de banque, mais je suppose qu'il est allé sur un compte personnel que Linda a ouvert récemment. Imprimer tout. Apporter le jeudi. Déjà fait. J'ai raccroché et je me suis assise au petit bureau du motel, celui avec le dessus en stratifie qui s'écaillait dans le coin. L'imprimante du bureau de Mitchell était probablement en train de tourner en ce moment même. Relevé de transaction, date d'expiration de la procuration, citation de loi de l'État. Chaque page, une brique de plus dans un mur que Linda ne savait pas en construction autour d'elle. Elle avait pris l'argent parce qu'elle avait peur. Je comprenais que la peur pousse les gens à faire des choses que la logique ne peut expliquer. Mais comprendre quelque chose n'est pas la même chose que l'excuser. Et 80 000 € retirés du compte d'un homme décédé, en utilisant un document légal expiré, ce n'est pas de la peur. C'est du vol, déguisé en vêtements noirs et en boucles d'oreilles en perles. La lecture du testament était dans 4 jours. Linda n'avait aucune idée que chaque euro qu'elle déplaçait était documenté. Chaque transaction, chaque horodatage, chaque signature qu'elle n'avait légalement pas le droit de faire. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et je l'ai éteint à nouveau. Jeudi arriverait bien assez tôt. Le cabinet d'avocats de Harlon et Beckett se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques sur Main Street, au-dessus d'un cabinet dentaire et en face d'une boulangerie qui sentait les brioches à la cannelle tous les matins à 7 heures.
L'escalier était étroit, la rampe était en bois, et la moquette du palier avait été remplacée si souvent que la couleur ne correspondait plus au mur. La salle de conférence de Harlon avait une longue table ovale en bois sombre, 8 chaises tapissées de cuir vert, et une fenêtre qui donnait sur le parking. Sur le mur derrière sa chaise était accroché un diplôme de droit encadré d'une université d'État, et une horloge à chiffres romains qui faisait un tic-tac plus fort qu'elle n'aurait dû. Linda est arrivée la première. Elle portait un blazer noir, un pantalon de tailleur, et les mêmes boucles d'oreilles en perles que lors des funérailles. Cora la suivait dans un cardigan gris, serrant un petit sac à main. Elles se sont assises en bout de table, comme si le plan de table avait déjà été décidé. Maggie est arrivée ensuite. Elle portait une robe bleu marine qu'elle possédait probablement depuis 20 ans, et une paire de chaussures plates qui ne faisaient aucun bruit sur la moquette. Elle s'est assise à mi-chemin de la table et a joint ses mains. 2 des cousins de mon père sont arrivés ensemble, Arthur et Dean, tous 2 dans la soixantaine, portant des cravates légèrement trop courtes. Ils ont salué Linda d'un signe de tête, puis Maggie, et ont pris place près de la fenêtre. J'ai été la dernière à entrer. Mitchell était à mes côtés, portant une mallette en cuir avec des fermoirs en laiton. Il portait un costume gris et une cravate qui était, comme toujours, légèrement de travers. Les yeux de Linda se sont immédiatement fixés sur Mitchell. « Qui est-ce » a-t-elle dit. Mon avocat. Ai-je répondu. Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat? Parce que je suis aussi une bénéficiaire. Linda a souri. Le genre de sourire qui ne dépasse pas les lèvres. Paige, le testament est très simple. Il n'y a pas besoin de drame. Harlon s'éclaircit la gorge. C'était un homme grand, aux cheveux blancs, avec des lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Il a ouvert un dossier sur la table et a dit, avant de commencer la lecture du testament, je dois expliquer la structure du patrimoine de Douglas Irving. Il a dit, structure, comme un architecte pourrait dire, fondation. Soigneusement, et avec l'implication que ce qui allait suivre dépendait entièrement de la compréhension de cette partie. Linda était assise en bout de table, comme si elle avait déjà gagné. Harlon a lu le testament lentement. C'était le genre d'avocat qui croyait que les documents légaux devaient être entendus, pas survolés, et il donnait à chaque phrase le poids d'une plaidoirie finale. À ma femme, Linda Graves Irving, je lègue la résidence familiale située au 47 Bearwood Lane, libre de toute charge ou hypothèque. Je lui lègue également le solde restant de notre compte d'épargne joint. Linda a hoché la tête. Elle a posé sa main à plat sur la table. À ma belle-fille, Cora Grave, je lègue la somme de 20 000 €, provenant du fonds d'éducation établi en 2019. Cora a cligné des yeux. 20 000 €. Elle a regardé sa mère. La mâchoire de Linda s'est crispée, mais elle a gardé son sang-froid. Ceci constitue l'intégralité du patrimoine successoral de Douglas Irving, a dit Harlon. La salle attendait. Arthur et Dean ont échangé un regard. Maggie n'a pas bougé. Linda s'est penchée en avant. La maison et les économies. C'est ce à quoi je m'attendais. Cependant, a continué Harlon en ajustant ses lunettes, je suis obligé d'informer toutes les parties que le patrimoine successoral ne représente qu'une partie des actifs que Douglas Irving a accumulés au cours de sa vie. La main de Linda s'est immobilisée sur la table. Au cours d'environ 18 ans, Douglas Irving a exécuté une série de transferts d'actifs légaux. Ces transferts ont été effectués de son vivant, avec une documentation juridique complète. Des déclarations fiscales et des actes notariés. Les actifs en question ne font pas partie de son patrimoine successoral et ne sont donc pas soumis à la distribution en vertu de ce testament. La voix de Linda est sortie, plate. Des transferts à qui? Harlon a enlevé ses lunettes. Il m'a regardé. L'horloge sur le mur a fait tic-tac 3 fois avant qu'il ne parle. À sa fille, Paige Irving. Le silence qui a suivi n'était pas le genre de silence qui semble vide. C'était le genre qui semble plein. L'air, dense de choses que les gens voulaient dire mais pour lesquelles ils ne trouvaient pas les mots. Linda s'est levée. Les pieds de sa chaise ont raclé le parquet. Le son a traversé la pièce comme une allumette qu'on craque. Quel transfert? A-t-elle dit. Je suis sa femme. Je suis sa femme depuis 22 ans. De quoi parlez-vous? Harlon a regardé Linda avec l'expression patiente d'un homme qui a déjà annoncé des nouvelles inattendues, et qui sait que les 3 prochaines minutes détermineront tout. Peut-être que Maître Hay peut fournir les détails, a-t-il dit, en faisant un geste vers Mitchell. Mitchell s'est levé.
Il a ouvert les fermoirs en laiton de sa mallette avec 2 clics précis qui ont résonné dans la pièce silencieuse. De l'intérieur, il a sorti 3 dossiers, chacun avec des onglets, étiquetés et organisés avec le genre de précision que seul un avocat facturant alors peut justifier. Il a posé le premier dossier sur la table. Ceci est le titre de propriété d'un immeuble commercial de 6 étages situé en centre-ville. La propriété a été initialement achetée par Douglas Irving en 1999. Entre 2008 et 2020, la propriété a été transférée par étapes à Page Irving. Par une série de transferts par donation légalement exécutés. Chaque transfert a été enregistré auprès du comté, accompagné de déclarations fiscales et d'actes notariés. Il a ouvert le deuxième dossier. Ceci est le résumé d'un portefeuille d'investissement, détenu au nom de Page Irving depuis 2008. Le portefeuille comprend des fonds indiciels, des comptes de réinvestissement de dividendes et des participations dans 8 autres propriétés commerciales, réparties sur 3 États. Il a ouvert le troisième dossier. Ceci est une évaluation consolidée des actifs, préparée par un expert comptable agréé, datée de la semaine du décès de Douglas Irving. Mitchell a posé sa main sur le troisième dossier et a regardé la salle. La valeur totale des actifs détenus au nom de Page Irving à cette date est d'environ 28 millions d'euros. Personne n'a bougé. La bouche de Cora s'est ouverte. Elle a appuyé ses 2 mains à plat sur la table, comme si le chiffre avait fait basculer la pièce. Arthur s'est adossé à sa chaise. Dean a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table. Maggie, qui savait, a simplement hoché la tête une fois et a joint ses mains plus fermement. Linda n'est pas restée assise. Elle se tenait en bout de table, ses doigts agrippant le bord, ses jointures blanchissant sur le bois sombre. Non, a-t-elle dit. Non, ce n'est pas. C'est son argent. Elle l'a volé. Mitchell n'a pas haussé le ton. Chaque transaction a été exécutée volontairement par Douglas Irving, avec un conseil juridique indépendant, sur une période de 18 ans. Ce ne sont pas des actifs successoraux. Ce sont les biens personnels de Page Irving. Linda s'est tournée vers moi. Son visage avait la couleur des murs de la salle de conférence, plat, pâle, dépouillé du sang-froid qu'elle avait porté comme une armure depuis les funérailles. Tu savais, a-t-elle dit. Tu t'es assise dans cette maison tous les mercredis, tu as mangé ma nourriture, et tu savais point je l'ai regardé. Tu m'as mise à la porte 4 heures après la mort de mon père. Tu as changé les serrures avant que son corps ne soit froid. Tu veux parler de ce que je savais? L'horloge a fait tic-tac. Personne n'a parlé. Mitchell n'avait pas terminé. Il a plongé la main dans sa mallette une dernière fois et en a sorti une seule feuille de papier. Il l'a placée au centre de la table, face visible, alignée avec le bord. Il y a une affaire supplémentaire, a-t-il dit. Linda était toujours debout. Ses mains n'avaient pas quitté le bord de la table. Cora avait des larmes qui coulaient sur ses 2 joues, mais ne faisait aucun bruit. Le 9e jour suivant le décès de Douglas Irving, a poursuivi Mitchell, un retrait de 80 000 euros a été effectué sur le compte d'épargne joint à la First Regional Bank. Le retrait a été exécuté en utilisant une procuration financière signée par Douglas Irving en mars de cette année. Arlon a levé les yeux de son dossier. Il savait déjà où cela menait. En vertu de la loi de l'État, a dit Mitchell, une procuration prend fin automatiquement au décès du mandant. Douglas Irving est décédé le 11 octobre. Le retrait a été effectué le 20 octobre. Le document utilisé pour l'autoriser n'était plus valide. La voix de Linda est sortie, tendue. J'avais besoin de cet argent pour les funérailles. Mitchell a fait glisser le papier plus près d'elle. Les frais funéraires, tels que documentés par le prestataire de service, s'élevaient à 8 214 euros. Le retrait était de 80 000 euros. Cela laisse 71 786 euros non comptabilisés. La pièce était plongée dans le genre de silence qui se produit lorsque tout le monde fait des calculs dans sa tête en même temps. Arthur a regardé le plafond. Dean a regardé ses chaussures. Maggie a regardé Linda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de la colère, pas de la pitié, mais quelque chose de plus proche de la résignation. Comme si elle avait espéré, jusqu'à cet instant précis, qu'elle s'était trompée sur qui était vraiment Linda. Arlon a parlé ensuite. Sa voix était mesurée. Linda, je vous conseillerais de consulter un avocat indépendant avant de faire d'autres déclarations concernant cette transaction. Cora a chuchoté, maman. Juste ce mot.
Elle l'a dit comme quelqu'un qui ne pose pas une question mais fait une demande. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Linda ne s'est pas assise. Elle n'a pas parlé. Elle est restée debout en bout de table, les deux mains toujours agrippées au bord. Et pour la première fois en 22 ans, elle n'avait plus rien à dire. Quelque part derrière le mur, dans le cabinet du dentiste en dessous, une fraise a démarré. Le son est monté à travers le sol, comme une petite alarme persistante que personne ne pouvait éteindre. Linda s'est assise. Ce n'était pas gracieux. Elle est tombée dans la chaise comme si on avait coupé les ficelles, ses mains sont tombées sur ses genoux, et elle a fixé la table. 22 ans, a-t-elle dit. Sa voix était plus petite maintenant. Le commandement en avait disparu. Je lui ai fait la cuisine. J'ai fait son ménage. Je l'ai conduit à tous ses rendez-vous. Je suis resté à l'hôpital pendant 11 heures la nuit de son premier AVC. Je lui ai tenu la main. Personne n'a répondu. L'horloge a fait tic-tac. Je n'avais pas de carrière, a-t-elle dit. Je n'avais pas d'économie avant lui. Mon premier mari m'a laissé avec une voiture en leasing, une carte de crédit au maximum, et une fille de 18 mois. Douglas le savait. Il savait d'où je venais. Il m'a promis que je ne revivrais jamais ça. Elle a regardé Arlon. Rien de tout cela ne compte? Arlon a dit, prudemment, la maison est à vous. Les économies, moins le retrait contesté, font partie de la succession. Douglas ne vous a pas laissé sans rien, Linda. Il m'a laissé une maison, a-t-elle dit. Et il lui a donné 28 millions d'euros. Il lui a donné ses actifs de son vivant. A dit Arlon. Ils étaient à lui, il pouvait les donner. Maggie a parlé pour la première fois. Elle était assise tranquillement, les mains jointes, observant la pièce comme elle observait tout, avec patience et sans commentaire, jusqu'au bon moment. Douglas t'aimait, Linda, a-t-elle dit. Il t'a épousée parce qu'il t'aimait. Mais il aimait aussi Paige, et il savait, nous le savions tous les deux, que tu ne partagerais jamais de bon gré. Alors, il s'est assuré que Paige soit à l'abri avant d'en arriver là. Linda a regardé Maggie comme si elle avait été giflée. Tu savais, je savais, parce que Douglas me l'a dit il y a des années. Il a dit, Linda ne laissera jamais Paige avoir quoi que ce soit, à moins que ce ne soit déjà fait. Il n'était pas cruel. Il était honnête. Cora a rapproché sa chaise de sa mère. Elle a posé sa main sur le bras de Linda. Linda n'a pas réagi. Je ne savais pas, a murmuré Linda. Je ne savais rien de tout ça. Et voilà. La phrase la plus vraie que Linda ait prononcée en 22 ans. Elle ne savait pas, parce qu'elle n'avait jamais demandé. Elle ne savait pas, parce qu'elle n'avait jamais envisagé la possibilité que la fille discrète qui faisait la vaisselle et rentrait chez elle tous les mercredis puisse compter plus qu'elle ne le supposait. L'horloge de la salle de conférence a sonné la demi-heure. Personne n'a bougé pour partir. Je me suis levé. Tout le monde dans la pièce m'a regardé. Linda, les mains sur ses genoux. Cora, les larmes séchant sur ses joues. Maggie, avec son regard constant. Arthur et Dean, avec leur cravate légèrement trop courte. Arlon, derrière son dossier. Mitchell, à côté de sa mallette. Je ne suis pas venu ici pour prendre quoi que ce soit à qui que ce soit, ai-je dit. Tout ce qui est à mon nom m'appartient depuis des années. Je suis venu pour que tout le monde dans cette pièce connaisse la vérité. Pas une partie, mais toute la vérité. J'ai regardé Linda. Elle n'a pas détourné le regard. À partir d'aujourd'hui, je n'appellerai pas. Je ne viendrai pas en visite. Je ne m'expliquerai pas. Si toi ou Cora avez besoin de me joindre, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Mitchell. J'ai ramassé mon sac par terre, à côté de ma chaise. Je me suis tourné vers Maggie. Merci, tante Maggie. Elle a hoché la tête. Elle n'avait pas besoin de plus. Nous nous étions toujours comprises avec le même langage abrégé que mon père utilisait. Un signe de tête, une pression de la main, une paume levée. Je me suis dirigé vers la porte. Le bruit de mes chaussures résonnait sur le parquet. Un rythme régulier, égal et sans hâte. Je n'ai pas regardé en arrière. Sur le seuil, je me suis arrêté. Je me suis tourné, pas complètement, juste assez pour voir le profil de Linda en bout de table. Tu as dit que la maison est à toi,
ai-je dit. Alors, garde-la. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai fermé la porte derrière moi. Pas en la claquant, ni en la tirant doucement. Une fermeture ferme, comme mon père m'avait appris à conclure une affaire. Silencieuse, délibérée, et définitive. Dans le couloir, la moquette était usée devant l'ascenseur. Mitchell m'a rejointe. Il n'a pas parlé. Il savait que certains moments ne nécessitent pas de commentaires. L'ascenseur était en panne. Nous avons pris les escaliers. Sur le palier, Arthur et Dean nous ont rattrapés. Arthur a tendu la main. Ton père aurait été fier de toi, a-t-il dit. Je l'ai serré. Il m'aurait dit de vérifier le portefeuille avant de rentrer. Arthur a presque ri. Dean a hoché la tête. Ils sont allés à leur voiture, et je suis allé à la mienne. L'odeur de brioche à la cannelle de la boulangerie d'en face m'a suivi sur le trottoir, comme quelque chose de chaud, d'ordinaire, et sans aucun rapport avec ce qui venait de se passer à l'étage. C'était bien. L'ordinaire, c'était bien. Je suis resté dans la voiture pendant un long moment. Le parking derrière le cabinet d'avocat était presque vide. Mitchell était parti. Arthur et Dean étaient partis. À l'intérieur de l'immeuble, je supposais que Linda et Cora étaient toujours dans la salle de conférence, encore en train d'absorber, de recalibrer la forme de leur vie. J'ai posé mes mains sur le volant et j'ai regardé à travers le pare-brise le mur de briques de l'autre côté du parking. Il y avait un tuyau de descente sur le côté du bâtiment, avec une tache de rouille en forme de point d'interrogation. Je l'ai fixé jusqu'à ce que ma vision se brouille, et puis j'ai pleuré. Pas pour l'argent, pas pour Linda, pas pour les 22 ans de 3 couverts, de cartes de Noël manquantes, et d'un tapis de yoga là où se trouvait mon lit. J'ai pleuré pour mon père. Parce qu'il avait su. Il avait su que ce jour viendrait. Le jour où Linda changerait les serrures. Le jour où elle se tiendrait dans le couloir et dirait « Fais tes bagages ». Le jour où le testament serait lu, et où les chiffres parleraient d'eux-mêmes. Il l'avait vu des années auparavant, de la même manière qu'il voyait les propriétés sous-évaluées et les corrections de marché. Et il s'y était préparé de la seule manière qu'il connaissait. Pas avec des mots. Avec des chiffres. Avec des documents. Avec 18 ans de transfert silencieux, chacun étant un petit acte d'amour déguisé en paperasse. Il ne pouvait pas empêcher Linda d'être qui elle était. Il l'aimait, à sa manière, et il avait choisi de rester avec elle, et je comprenais ce choix même si je ne pouvais pas le pardonner entièrement. Mais il s'était assuré que, lorsque le jour viendrait, et il savait qu'il viendrait, je serais sur un terrain que personne ne pourrait me prendre. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main. J'ai démarré la voiture. Sur le chemin du retour, je suis passé devant l'immeuble. Mon immeuble. 6 étages de verre et de briques, avec une petite plaque de laiton près de l'entrée qui disait « Irving Commercial ». Je n'avais pas changé le nom. Je ne prévoyais pas de le faire. Je me suis garé sur le côté et je suis resté assise, le moteur au ralenti, à regarder les fenêtres du 4e étage où les lumières étaient encore allumées. Un locataire qui travaillait tard, ignorant que la femme dans la voiture en bas possédait le plafond au-dessus de sa tête. Il avait raison. Je n'ai jamais été prise au dépourvu. Mais j'aurais échangé chaque euro de ce portefeuille pour l'entendre dire « Bon travail » une dernière fois. 3 semaines après la lecture, Linda a engagé un avocat. Il s'appelait Brennan, et il était spécialisé dans les contestations de succession. Il a examiné chaque document que Mitchell avait présenté, les actes, les déclarations fiscales, les transferts par donation notariée, les relevés de portefeuille, et a rappelé Linda une semaine plus tard. Il n'y a aucune base pour une contestation, lui a-t-il dit. Les transferts ont été exécutés sur 18 ans par un adulte compétent, avec un conseil juridique indépendant. Il n'y a aucune preuve d'influence indue, de coercition, ou de capacité diminuée. Douglas Irving savait exactement ce qu'il faisait. Linda a protesté. Elle a dit qu'elle n'avait pas été informée. Brennan a dit que la loi n'exigeait pas qu'un conjoint soit informé des dons faits à partir de biens personnels. La propriété séparée de Douglas lui appartenait, il pouvait la donner. L'immeuble avait été acheté avant le mariage. Le fonds d'investissement avait été établi avec des fonds séparés. Chaque contribution ultérieure était traçable à ses propres revenus, pas à des biens communautaires. Votre mari a été généreux avec vous, lui a dit Brennan. Il vous a laissé la maison familiale, libre de toute charge.
Il vous a laissé les économies. Il ne vous a pas laissé sans rien. Il m'a laissé avec rien, comparé à ce qu'il lui a donné, a dit Linda. Brennan n'a pas répondu à cela. Les 80 000 € étaient une affaire distincte. Mitchell a envoyé une lettre officielle demandant le retour des 72 000 € qui dépassaient les frais funéraires. L'avocat de Linda lui a conseillé de se conformer. Elle l'a fait. Le chèque est arrivé au bureau de Mitchell dans les 10 jours, tiré d'un compte personnel que Linda avait ouvert le lendemain du retrait. Cora m'a envoyé un SMS 3 jours plus tard. C'était la première communication directe que je recevais d'elle. Il disait, je ne savais pas ce qu'elle allait faire cette nuit-là. Je suis désolé. Je l'ai lu. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne savais pas quoi dire à quelqu'un qui m'avait regardé descendre un escalier avec un sac de sport, et n'avait pas dit un seul mot. La famille a changé. Arthur et Dean m'ont appelé. Des voisins qui avaient assisté aux funérailles m'ont contacté. Le récit que Linda avait construit Paige est absente, Paige s'en fiche, Paige est trop occupée s'est effondré sous le poids des chiffres que Mitchell avait placés sur cette table de conférence. Linda, pour la première fois en 22 ans, s'est retrouvée à l'extérieur de la famille qu'elle avait passé si longtemps à contrôler. L'isolement qu'elle avait construit pour moi était revenu chez elle. Je dois faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre famille qui vous a traité comme si vous étiez invisible, jusqu'à ce qu'il ait besoin de quelque chose de vous, vous savez exactement ce que j'ai ressenti. Pas la partie sur l'argent. La partie où ils ne vous voient que lorsque cela ne leur coûte rien. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire. Dites-moi, avez-vous déjà tourné le dos à quelqu'un qui ne vous aimait qu'à ses propres conditions? Et pendant que vous êtes ici, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cela signifie plus que vous ne le pensez. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres au 7e étage d'un immeuble qui donnait sur un parc public. Ce n'était pas extravagant. Il avait des parquets qui craquaient près de la porte de la salle de bain, une cuisine avec assez de comptoirs pour préparer un vrai repas, et 2 fenêtres dans le salon qui donnaient à l'est. Ainsi, la lumière du matin entrait, chaude et directe, et se posait à l'endroit où j'avais mis mon bureau. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil ce printemps-là. Je l'ai appelé Irving Compliance Group. Le nom n'était pas un accident. Ce n'était pas un hommage au sens sentimental du terme. Mon père aurait détesté la sentimentalité. C'était une déclaration d'origine. Tout ce que je savais sur les chiffres, sur la patience, sur la lecture d'un grand livre comme certains lisent de la poésie, tout a commencé avec lui. Maggie venait dîner 1 fois par mois. Elle apportait du pain de la boulangerie près de chez elle et une bouteille de vin qu'elle jurait être en solde, mais qui ne l'était jamais vraiment. Nous mangions à la petite table près de la fenêtre et parlions de Douglas. Pas avec tristesse, mais avec cette chaleur particulière qui vient du fait de connaître quelqu'un exactement tel qu'il était, sans révision. Il disait que tu étais la seule personne de la famille qui comprenait les taux d'intérêt, m'a dit Maggie un soir, en coupant une tranche de pain au levain. Il disait ça de tous ceux qu'il aimait, ai-je répondu. Elle a souri. Non, juste de toi. J'ai gardé une chose de l'ancienne maison. Pas la maison elle-même, pas les meubles, pas les photographies que Linda avait si soigneusement sélectionnées au fil des ans. J'ai gardé la calculatrice. Elle était sur mon bureau, à côté de mon ordinateur portable. Une calculatrice de poche vieille de 30 ans, avec un boîtier en plastique fissuré, des boutons jaunis, et un affichage qui clignotait quand on appuyait trop fort sur le signe égal. C'était la même que mon père m'avait donnée l'été de mes 16 ans, dans son bureau, avec la lampe qui bourdonnait et la radio AM qui murmurait derrière nous. Linda n'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas. Cora avait envoyé une autre lettre, manuscrite sur du papier à lettres que je ne reconnaissais pas. Elle parlait de sa recherche d'emploi, de la maison qui semblait différente maintenant, de la façon dont elle aurait aimé que les choses se passent autrement. Je l'ai lu. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine et l'ai laissée là pendant 1 semaine. Puis je l'ai mise dans un tiroir. Je n'étais pas prête à répondre. Et j'avais enfin appris que ne pas être prête n'était pas la même chose que ne pas s'en soucier. J'étais assise à mon bureau un mardi matin quand j'ai pris la calculatrice. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Le plastique était chaud à cause de la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre, et les boutons avaient la douce résistance de quelque chose qui a été pressé 10 000 fois et s'attend à être pressé 10 000 fois de plus. Le nom de la marque en bas s'était effacé il y a des années.
Le compartiment des piles avait un morceau de ruban adhésif qui le maintenait fermé, le même morceau que mon père avait mis là quand j'avais 17 ans, et que le loquet s'était cassé lors d'une balade du samedi. Je l'ai allumé. L'écran s'est allumé. Une faible lueur gris-vert. Les chiffres légèrement inégaux. Le point décimal plus brillant que les chiffres. Elle fonctionnait toujours. Bien sûr qu'elle fonctionnait toujours. Mon père n'achetait pas des choses qui cessaient de fonctionner. J'ai tapé le nombre 28 millions. 28 millions. Je l'ai regardé pendant un long moment. L'écran affichait le nombre sans jugement, sans commentaire, sans applaudissement. C'était juste des maths. De la même manière que ça avait toujours été juste des maths. Lors de ces balades du samedi, dans le bureau avec la lampe, lors des appels trimestriels, dans la chambre du motel à 3 heures du matin. Mon père avait dit une fois, assis dans son camion devant une maison coloniale à l'allée fissurée, l'argent ne résout pas tout, mais savoir compter signifie que tu ne seras jamais prise au dépourvu. Il avait raison. Je n'ai jamais été prise au dépourvu. Ni par Linda, ni par les serrures, ni par les 3 chaises, ni par rien de tout cela. Mais j'aurais échangé chaque euro sur cet écran pour l'entendre le dire une dernière fois. J'ai éteint la calculatrice. L'écran est devenu noir. Je l'ai reposé sur le bureau, à côté de l'ordinateur portable, là où elle était tous les jours depuis que j'avais emménagé. Puis j'ai pris mon café, j'ai ouvert mes emails et j'ai commencé la journée. Dehors, le parc se remplissait de joggeurs, de promeneurs de chiens, et d'une femme poussant une poussette à travers les feuilles mortes. Le soleil entrait toujours par la fenêtre. Le plancher craquait près de la porte de la salle de bain. Le pain que Maggie avait apporté dimanche était toujours sur le comptoir, enveloppé dans une serviette en tissu, et il en restait assez pour des toasts. C'était ma vie. Je l'avais construite, et c'était suffisant. Je m'appelle Paige Irving, et c'est mon histoire. Mon père ne m'a pas laissé d'argent. Il m'a laissé la seule chose que l'argent ne peut pas acheter, la capacité de n'avoir jamais besoin de la permission de quiconque pour exister. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Il y a d'autres histoires comme la mienne dans la description ci-dessous. Je vous verrai dans la prochaine.